Des animés qui s'arrêtent du jour au lendemain parce que le support original manque de contenu ou que la série n'a pas rencontré le succès escompté, c'est quelque chose d'assez fréquent dans l'industrie de la Japanimation. Par contre, des erreurs de direction artistique qui amènent à la mort d'animés, c'est beaucoup plus rare et surtout beaucoup plus intéressant. Que ce soit le reboot de Berserk confié à une équipe novice en 3D ou bien Tokyo Ghoul et sa saison 2 assez chaotique, certaines erreurs peuvent coûter très cher et dans certains cas détruire des animés. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à 3 erreurs qui ont causé la fin de leur animé. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important puisque vous êtes encore trop nombreux à regarder les vidéos sans lettres. Et sur ce, on est parti. Black Butler. En Angleterre, au 19e siècle, un jeune aristocrate du nom de Ciel Phantomive voit ses deux parents mourir dans un incendie plus que suspect. Se retrouvant désormais à la tête de la fortune et de l'entreprise familiale, il ne souhaite qu'une chose, se venger à tout prix. Pour ça, il va faire un pacte avec un démon, lui offrant son âme en échange d'une fidélité et d'une protection sans faille en attendant le jour de sa vengeance. Acceptant le marché, le démon va alors prendre les traits de Sébastien, un simple majordome, et apposer sur l'œil de son maître un sceau symbolisant leur pacte. Dès lors, tous deux vont devoir résoudre de nombreux mystères et enquêtes au nom de la reine, mais surtout faire face à des forces démoniaques. Alors que le manga en est aujourd'hui à son 32e tome et n'a toujours pas fini sa parution, l'anime lui a décidé de suivre un autre chemin totalement hasardeux, au point de disparaître en 2017. Et malgré ça, je vais peut-être dire quelque chose d'assez fou, mais l'anime aurait mieux fait de s'arrêter à la fin de sa première saison. Ce qui s'est passé, c'est que l'adaptation animée a pris un risque assez couillu, celui de s'en foutre complètement du manga original. Bien que le début soit assez similaire puisque les 5 premiers tomes ont été adaptés en 15 épisodes, la suite, elle, diffère totalement. Déjà, il faut savoir qu'au cours de ces 15 premiers épisodes, on a le droit à un tiers de filler, ce qui est plutôt pas mal. Mais surtout, on découvre de nouveaux personnages qui vont interagir dans l'intrigue au sein d'épisodes canon. Ça fait que même les épisodes qui respectent la trame originale du manga se permettent des petites fantaisies. Passé cet épisode 15, on découvre alors une toute nouvelle intrigue, avec notamment l'apparition d'anges déchus, de chiens de l'enfer et même de révélations assez choquantes sur certains personnages. Ce qui est plutôt déroutant puisque ces révélations n'existent tout simplement pas dans le manga. Malgré ça, en fait c'est plutôt pas mal et on peut largement ranger ce nouvel arc narratif dans la catégorie des très bons fillers. Mais alors, qu'est-ce qui a merdé? Vers la fin de la saison, on nous dévoile que les parents de Ciel sont en réalité morts à cause d'Ash et Angela, les deux anges déchus, ce qui est là encore techniquement impossible puisque ces derniers n'existent même pas dans le manga. Mais surtout, vu que nos deux compères se font tuer à la fin de la saison et que le seul but de Ciel est de venger la mort de son père et de sa mère, l'histoire n'a plus de raison de continuer. Ainsi, Sébastien peut enfin récupérer l'âme de son maître, et le comte Phantomive, qui est, je le rappelle, le personnage principal, finit lui aussi par mourir. Je pense que vous commencez à comprendre le nœud du problème, mais vous êtes encore très loin de découvrir toute la merde qui a suivi. De son côté, le manga a continué sa parution, et ayant gagné en popularité grâce à son adaptation animée, beaucoup de fans se sont mis à attendre une nouvelle saison. Et donc, comment tu fais pour continuer une histoire quand ton personnage principal meurt? T'improvises. Dites bonjour à Black Butler 2. C'est une catastrophe. L'anime prend place peu de temps après la fin des événements de la saison 1. On y découvre deux nouveaux personnages, Aloïs et Claude, qui sont clairement des copies ratées de nos deux protagonistes. J'ai l'air aigri en disant ça, mais je vous promets que c'est la vérité. On y apprend alors que Claude a dérobé l'âme de Ciel avant que Sébastien la mange, si bien que ce dernier est finalement toujours en vie. Le problème ici est que cette nouvelle saison se focalise en priorité sur nos deux nouveaux compères, qui sont, disons-le clairement, vraiment nuls. Autant Claude est juste une copie moins agréable à suivre que Sébastien, autant Aloïs s'avère être un enfant pourri gâté prenant un malin plaisir à faire le mal et n'ayant aucune once d'intelligence. Bref, tout l'inverse de Ciel. Mais surtout, là où la saison 1 jouait parfaitement avec son intrigue, nous forçant à nous concentrer sur le moindre indice, ici, rien n'est subtil. Au final, tout se termine par Ciel qui devient un démon. Après tout, si on peut continuer à pisser sur le manga original, pourquoi se priver? Et on finit par comprendre que cette saison 2 n'existe que pour rattraper les boulettes de la saison 1. Prenez par exemple le personnage de Fred Harberline. L'histoire se déroulant en Angleterre au milieu du 19e siècle, ce dernier est un policier de Scotland Yard souvent amené à intervenir dans les mêmes affaires que nos deux héros. Le souci, c'est que lui aussi meurt dans la première partie, alors que pourtant son rôle est primordial pour l'histoire. Mais bon, pas de panique, ils ont trouvé la solution, le faire revenir avec une moustache en disant qu'il s'agissait cette fois-ci du frère jumeau de Fred Harberline. Je vous jure, c'est pas une blague. Au final, cette saison 2 n'est faite que de ça, essayer de sauver les meubles sans cesse au point de rendre le truc juste ridicule. Suite à ça, on aura le droit à une saison 3 faisant office de reboot et reprenant directement la suite du manga en oubliant tout ce qui a pu se passer avant. Mais malgré ça, le mal étant fait, la sauce n'a pas pris et l'anime est peu à peu tombé dans l'oubli.
Bref, tout ça pour dire, lisez le manga, c'est vraiment une très bonne série remplie d'action, de mystères et surtout de surprises, donc profitez-en, ça vaut vraiment le coup. Mais avant de passer à la suite, merci à Trove Sunrise qui sponsorise cette vidéo. Si vous rêvez de parcourir un monde fantastique au design cubique pour y vivre de folles aventures tout en affrontant des créatures maléfiques, Trove Sunrise est fait pour vous. Véritable MMORPG unique en son genre, Trove vous amènera à explorer un univers sandbox aux possibilités infinies. Que ce soit du bombardier royal à la chasse au trésor, en passant par les boss de donjons et la construction de maisons, voire de villes, vous trouverez forcément votre bonheur. Mais surtout, le jeu est entièrement jouable de manière gratuite. Vous pourrez donc choisir entre pas moins de 17 classes différentes de personnages, à l'instar du chevalier, du pistolero ou encore du dracolite. Tout récemment, le patch Solarion a été publié et il s'agit à ce jour du plus gros patch de Trove Sunrise. Une nouvelle classe, celle du Solarion, une nouvelle région, de nouvelles armes, des montures, des familiers et bien plus encore. De plus, la dernière mise à jour Kowazor et Dinoboy est elle aussi incroyable. Dans cette dernière, les Trevians visiteront les régions de la frontière du désert et de la jungle jurassique afin de gagner des récompenses pour la faction de leur choix. Bref, c'est le moment parfait pour commencer à jouer et ça se passe directement en description de cette vidéo. Alors ramenez vos potes, affûtez vos armes et partez à l'aventure avec Trove, que vous soyez sur PC ou sur console. The Promised Neverland. Forcément, on était obligé d'en parler dans cette vidéo puisqu'il s'agit d'un des cas les plus connus mais aussi l'un des plus énigmatiques. Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter l'histoire, j'imagine que vous connaissez tous les aventures de cette bande d'enfants qui cherchent à s'échapper d'un orphelinat pour fuir une mort certaine. Par contre, le contexte de sa parution est assez intéressant. Tandis que sa publication a commencé en 2016 sur le Weekly Shonen Jump avant de se terminer en 2020, The Promised Neverland a connu les années un peu sombres du magazine. Alors que les ventes étaient en constante chute libre et que le public semblait bouder les nouvelles créations du Jump, le manga a fait partie des œuvres qui ont permis de ramener un petit vent de fraîcheur dans l'industrie. Dans le même cas, on peut aussi citer Dr. Stone, et encore tout ça n'est rien comparé à Demon Slayer et Jujutsu Kaisen qui ont vraiment permis au magazine de retrouver ses lettres de noblesse. Cependant, ça reste quand même intéressant, puisqu'en 2019, le manga a enfin eu le droit à une adaptation animée de très bonne facture, permettant de gagner encore plus en notoriété. Ainsi, le cocktail était parfait, une série courte, facilement adaptable avec une popularité grandissante et une première saison appréciée par les fans au point de créer un véritable engouement. En bref, de quoi produire encore 2 voire 3 saisons et de continuer à surfer sur la hype du manga qui, malgré une fin en demi-teinte, continuait d'être grandement apprécié. Pourtant, là encore, ça a totalement merdé. Alors que la saison 1 adapte les 37 premiers chapitres de l'histoire en 12 épisodes, la saison 2, elle, adapte les 151 restants en seulement 11 épisodes. C'est extrêmement court. J'aime souvent citer l'exemple de l'arc de Dressrosa de One Piece qui adapte 102 chapitres en 118 épisodes, ce qui nous donne un ratio de plus d'1 épisode par chapitre, démontrant la lenteur de l'animé. Mais alors là, on parle quand même d'un ratio d'un épisode pour plus de 13 chapitres. Bref, vous comprendrez aisément que c'est tout bonnement impossible, si bien que pour s'assurer que la série aille assez vite, de nombreux sacrifices ont été commis. Bien évidemment, pour sauver les meubles, on nous a présenté ça comme une histoire originale, sauf que pas du tout. L'animé se contente de suivre la trame originale en sautant certains moments. Parfois, c'est quelques scènes, et d'autres fois, des arcs entiers, comme celui de Goldie Pond. Et à cause de ça, on se retrouve privé de révélations importantes sur l'univers de The Promised Neverland, mais ça vient également détruire le développement de certains personnages. Par exemple, là où dans le manga, la gestion de Norman est très longue, permettant de faire monter la pression, ici c'est éclipsé en quelques épisodes, rendant le truc vraiment fade. Mais le principal souci, c'est que même quand l'histoire suit la trame originale, c'est tellement rushé que, au final, on se retrouve totalement perdu. Je dis pas que le manga est parfait, mais au moins il a le mérite d'être organique. Tout se suit de manière logique, sauf que quand tu décides de sauter des parties ou de faire se dérouler des événements majeurs en un instant, forcément tu te retrouves avec un rythme effroyable. Et encore, je vous ai pas parlé de la fin, sur laquelle je vais pas trop m'attarder pour pas spoil, mais en essayant de la rendre plus joyeuse et en prenant certaines libertés quant au dénouement, on en arrive à un résultat tout bonnement ennuyeux. Tandis que la saison 1 avait un rythme plutôt posé pour faire monter la tension et rendre l'intrigue haletante, là on a quand même eu le droit à 10 minutes de fin en diaporama. C'est même pas une blague, putain, même au code de la route, ça c'est interdit. Et alors, pourquoi un tel gâchis et qu'est-ce qui a bien pu se passer ? On en sait trop rien. En même temps, on se doute qu'un représentant du studio va pas se pointer pour nous expliquer pourquoi ils ont chié dans la colle. Cependant, si on y réfléchit bien, la raison de tout trouver semble être le Covid. En effet, beaucoup d'animés ont été affectés par la pandémie et ont connu énormément de retard de production, si bien que The Promised Neverland n'a pas échappé à la règle, puisque sa parution a été décalée d'une année. Même si ça se joue dans le résultat final, ça n'excuse pas la médiocrité de cette saison 2, et tout ce qu'on peut attendre maintenant, c'est d'espérer voir un jour la parution de The Promised Neverland Brotherhood.
Deadman Wonderland. Sorti en 2011, l'anime Deadman Wonderland a su, à travers les années, rencontrer un certain succès auprès d'une partie de la communauté. En même temps, son histoire n'y est pas pour rien. Entre une intrigue mystérieuse, un aspect gore et horrifique, ainsi qu'un large casting de personnages tous plus étranges les uns que les autres, l'anime avait de quoi séduire. Et tandis que Manglobe, le studio derrière la série, avait uniquement adapté les 5 premiers volumes sur 13 existants en 12 épisodes, beaucoup de fans attendaient la suite avec impatience. Malheureusement, cette suite n'arrivera jamais, et ça pour 2 raisons. La première, c'est que Manglobe, le studio à qui l'on doit également Samurai Champloo, Ergo Proxy ou encore Gangsta, a fini par mettre la clé sous la porte à cause de trop grosses dettes. C'est un cas qu'on avait déjà évoqué lors de la vidéo des 4 animés qui n'auront jamais de fin, si bien qu'on aurait pu présenter Deadman Wonderland à ce moment-là, mais j'ai préféré attendre puisque l'animé a commis une sacrée erreur qui lui a valu une fin précoce. Alors que, comme je l'évoquais, beaucoup de personnes ont apprécié l'animé, pour les fans du manga original, la sauce a été un peu différente, et ces derniers ont pas mal grincé des dents en découvrant cette adaptation. Deadman Wonderland se déroule au sein d'une prison pour le moins atypique. En plus d'appartenir à un groupe privé, elle fait également office de parc d'attractions, forçant les détenus à s'entretuer lors de jeux sanglants sous les regards amusés de spectateurs. Ainsi, suite au massacre de sa classe par un étrange personnage, Ganta est accusé à tort et transféré vers cette prison. En plus de devoir tout faire pour survivre, il va faire la découverte des Deadsman, autrement dit des êtres humains pouvant manipuler leur sang et s'en servir comme arme. À partir de là, il va se lancer dans une quête sanglante pour découvrir l'identité de l'homme en rouge et pour pouvoir enfin prendre sa revanche. Tout ça c'est bien joli, mais pourquoi parle-t-on d'erreur avec Deadman Wonderland? Dans son adaptation, Manglobe a voulu apporter sa patte en retirant certains éléments et en ajoutant des nouveaux. Alors, parfois ça fonctionne plutôt bien, par exemple dans l'animé, le procès de Ganta est bien plus long, puisqu'au lieu de durer une seule page, on le voit se dérouler sur plusieurs jours. On y apprend aussi que c'est Tsunenaga lui-même qui a falsifié certaines preuves pour être sûr de faire condamner le jeune garçon, et ça permet de rendre le personnage encore plus détestable. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Déjà, l'atténuation de la violence. Ça va peut-être paraître surprenant pour ceux ayant seulement vu l'animé, mais le manga va beaucoup plus loin dans la représentation graphique de son horreur. Outre la censure ridicule sur plusieurs scènes, certains personnages se retrouvent totalement modifiés, à l'instar de Minatsuki. Pour vous la faire courte, c'est le cliché typique de la yandere psychopathe, qui va d'abord être une alliée, puis une ennemie le temps d'un combat, avant de redevenir de nouveau une alliée. Le truc, c'est que entre les deux versions, son traitement n'est absolument pas le même. Là où le manga la dépeint comme elle est, c'est-à-dire un véritable monstre, l'animé lui cherche sans cesse un moyen de justifier ses actions, et d'atténuer ses actes au point d'en devenir limite ridicule. Ça fait qu'on se retrouve avec une situation en mode oui, je suis une psychopathe qui aime tuer et torturer des personnes, mais c'est parce que ma mère m'a abandonné. Bah non. D'ailleurs, c'est là où ça prend sens dans le manga, puisque son frère, découvrant sa véritable nature, finit par l'accepter, réalisant que, quoi qu'il arrive, c'est la seule famille qui lui reste, et ça rend, je trouve, la situation bien plus tragique. Tout est fait pour rendre Minatsuki la moins antipathique possible. Alors que, dans l'animé, elle pose sa main sur la bouche de Ganta pour l'empêcher de parler, dans le support original, elle va jusqu'à enfoncer ses doigts dans ses blessures pour garantir son silence. Et ce genre de scènes de micro-violence qui sont atténuées, il y en a plein d'autres. Par exemple, lorsque Daida se bat contre Naegi et découpe des petits morceaux de sa peau, une scène qui a été supprimée, c'est celle où elle finit par manger un de ses morceaux de chair, ce qui la rend d'autant plus terrifiante. Et en fait, quand on compare les deux œuvres, on remarque que l'animé ne fait pas attention au manga. Quand Ganta arrive dans la prison, il fait la connaissance d'Azami, qui va l'aider et le soutenir dans cette épreuve. Certes, au début de l'histoire, elle est pas très présente, mais plus loin dans l'intrigue, elle jouera un rôle important. Seulement, dans l'animé, le personnage a été purement et simplement supprimé. Et le pire, c'est que c'est pas la seule dans ce cas-là. Là où ça pose problème, puisqu'on pourrait se dire que l'animé aurait pu l'introduire dans sa suite, c'est que, justement, il y aura jamais de suite. Et pour quelqu'un qui voudrait connaître la fin de l'histoire, il se voit obligé de recommencer le manga de zéro, sinon ça serait le risque de passer à côté d'événements majeurs. Sérieusement, si on s'amuse à faire la comparaison entre les deux œuvres, on remarque qu'il y a presque 100 éléments qui ont été modifiés, et pour seulement 12 épisodes, ça fait un peu beaucoup. Alors parfois c'est des trucs assez gros comme des personnages manquants, et d'autres fois c'est de légers indices importants pour l'intrigue qui, à l'inverse du manga, sont montrés sans la moindre explication, ce qui est quand même un peu con. Et surtout le plus triste, c'est que l'animé a donné une image assez mauvaise de la série, là où le manga est plutôt sympa et s'avère encore plus haletant à la suite des événements adaptés dans cette saison 1. Tout ça pour dire, encore une fois, allez lire le manga, ça sera une bien meilleure expérience. Bref, les erreurs dans les animés, on peut en citer beaucoup. Certaines sont tellement récurrentes qu'elles en deviennent des clichés. Pourtant, comme on l'a vu dans cette vidéo, s'il y a bien une erreur qui a la peau dure, c'est celle consistant à ne pas suivre le manga original.
Que ce soit pour écrire une nouvelle histoire ou pour produire des fillers, très souvent le résultat final est plutôt médiocre, mais ça prouve que l'industrie de la Japanimation a encore du chemin à parcourir, et qu'ainsi elle nous réserve encore de belles surprises. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, merci à Lama pour le travail sur le montage, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.